Bonjour et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma de RCN 90.7. Et oui, ça y est, on est de retour, on est enfin sur les ondes, enfin même en direct comme d'habitude, et je dirais même maintenant filmé, car oui, RCN a pris une nouvelle dimension. Maintenant on passe directement aussi en podcast vidéo. Ce sera non pas en direct cette fois-ci, ce sera un petit peu plus tard pour le direct, les podcasts vidéo, mais pour la radio en direct, on est toujours présent. Et avec moi j'ai une belle brochette de chroniqueurs. Oh que oui. Oh que oui. qu'il allait dire d'imbécile. Non, ça, je garde le meilleur pour la fin. Salut Étienne. C'est que pour tes rendez-vous de famille, Étienne. Bah toi, t'as pas de famille. C'est vrai. Enfin, t'en as plus. J'ai de la chance. Et il Je s'appelle l'ai pas Rémi. exterminé. Mais non, il s'appelle Antoine sans famille. Voilà. Adil Rami sans famille. Voilà, T'as j'ai encore fait. des blagues Bonjour. Rami Malek sans famille. Voilà, exactement. Putain. C'était dans l'actualité. Ah, celle-là, elle est pas. Salut Jordan. On parlera de Rami Malek, je pense, le mois prochain pour Mm. la film du sorti Bohemian Rhapsody. On n'en parlera pas cette fois-ci. Et bien sûr, à ma droite, j'ai la 8e merveille du monde. Antoine, comment tu vas ? Ah bah ça va très bien, là je suis en train de regarder tout autour de moi pour observer ces magnifiques locaux, c'est incroyable, on se croirait sur une chaîne nationale de très grande envergure. C'est Franchement, France Inter ont du mouron à se faire. c'est des locaux qui sont pas low cost. Alors, c'est la première émission de la saison. On part sur les Contrairement à chapeaux nos de roue. blagues. Je crois que je vais me transformer en Philippe Ah, Bouvard. Voilà, ça c'est fait. Alors, avant de commencer, on va faire cette revue critique de septembre et octobre. On n'a pas pu faire septembre parce que forcément les locaux n'étaient pas encore disponibles. Donc, on va faire un petit pot pourri de ce qu'on a vu à la rentrée. Mais Vas-y. avant de commencer là-dessus, je vais parler vite fait du festival du film italien de Villerue, qui est donc c'est la 41e édition et c'est donc du 26 octobre au 11 novembre avec une programmation assez démentielle. Notamment, ils ont le prochain Suspiria, réalisé par le réalisateur italien dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Je vais pas regarder vite fait sur la net. Federico Fellini. Presque. Non, mais Presque. il y a des films de Fellini qui passent également Ah, ça, en c'est séance en séance à thème, je crois. Et il y a aussi une carte blanche à Gianni Canova qui présente certains films. Je vous le conseille si vous n'avez jamais été à Villerue. Il y a vraiment une très bonne programmation cette année. Et d'ailleurs, je le redis, on est encore jusqu'au 11 novembre pour y aller. Mais sur ce, on va s'arrêter là-dessus. On va pas trop prendre de temps sur les autres sujets parce Ah non, que mais là, vas-y, hein. on a une bonne revue critique qui nous attend. Et Ouais. oui, donc, comme je l'ai dit, on va s'attaquer donc à septembre et octobre. Et on va donc commencer par Les Frères Sisters, réalisé par Jacques Audiard, sorti le 19 septembre. C'est à toi, Le Antoine. grand western tant attendu de Jacques Audiard, après Ok, avoir oui. réussi le magnifiquement raté d'Ipan, est allé à Cannes pour présenter sa dernière œuvre, encore une fois, parce que tous les réalisateurs qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un véritable aura populaire vont à Cannes pour pouvoir faire parler de leur film. Suivez mon regard, #Thierry Frémaux. Et nous avons pu assister à une superbe déception. En fait, c'est même plus une déception tellement c'est habituel chez Jacques Audiard. C'est un film un western comme on en On voit. va dire que c'est un 2 à la suite. Ouais, un petit Il 2 à est la presque, suite. enfin, il est encore au niveau moyen dans Question pour un champion. Il y a encore le 3e et 4e qui peuvent arriver. Donc. Mais ça va arriver, sachant que pour beaucoup de rouillé d'os, c'était encore un peu, pas un navet, mais pas loin. C'était très mauvais, oui. Voilà, nous avons la confirmation. Mais c'est comme au billard, quand on fait rentrer plusieurs boules dans le trou, ça s'appelle le petit train. Bah, c'est exactement ce que Audiard est en train d'en faire. Non. Cette métaphore est fantastique. Si, Oui. si. Oui, mais non. Je sais ce à quoi Roland pensait et non. Non, bah, Non, j'ai non. pas pensé à rien. Je Ouais, trouve que ouais. cette métaphore est absolument fantastique. Oui, Mais, oui, on va- bien sûr. mais je vais continuer Eh, à elle est parler de portable, métaphores. On est filmé, putain. Je vais plutôt continuer à parler métaphores autour du film parce que le film lui-même, il n'y a strictement rien à en dire. Je vais plutôt vous parler de mes problèmes de chauffage que j'ai en ce moment. Franchement, le chauffagiste devrait arriver que mardi. C'est relou, je vais avoir froid jusque-là, je comprends. Ah oui, le western. Oh là là. Non, il est venu aujourd'hui, le chauffagiste. Oui, mais il reviendra que mardi. Et On Avec parle la pas d'eau pièce chaude, on manquante. parle c'est de la pompe à western. gaz qui est fichue. Mais dans ce western, il n'y a rien à dire. Il y a les deux acteurs. Il y a Michael Joaquin C. Phoenix. Riley Joaquin Phoenix et Joaquin John C. Reilly. John C. Reilly qui Il y a s'ennuie, Jake Michael Gyllenhaal Jordan, aussi, si non. tu veux. qui discutent de leur ennui parce qu'ils ont un passé de tueur à gages assez long, d'une vingtaine d'années de carrière, Long comme ma bite. long comme valide, voilà. Et Aussi. qui passent à Aussi. peu près 2 Ah, heures, c'est- un ah petit bah peu si. plus de 2 heures à parler du fait qu'ils sont vieux et fatigués, qu'ils aimeraient faire autre chose, que papa leur manque pas, mais maman oui. Et en parallèle, ils sont à la poursuite de 2 chercheurs d'or, dont un qui a été payé pour tuer le premier chercheur d'or, mais en fait, il l'accompagne dans son aventure.
Et au final, pendant 2 heures, on n'a que des discussions vaines et inutiles sur des paysages qui ne sont pas très très bien filmés d'ailleurs, parce que depuis, je crois, Impitoyable de Clint Eastwood, on veut faire des westerns mélancoliques et On contemplatifs. essaye de revenir un peu sur le western crépusculaire. Voilà, Sauf que le crépusculaire. western crépusculaire, donc dans les années 70, n'est plus vraiment. C'est pas le cinéma que l'on voit actuellement dans les westerns, alors qu'ils essayent de faire un petit peu dans le western Mais crépusculaire. c'est les jeux vidéo qu'on voit en ce moment. Oui, je crois, je vois de quoi dont tu parles. Tiens, Subtil. justement, ça me permet de faire un pont sur une œuvre sur Red Dead Redemption 2 qui est sortie il y a quelques jours, qui est plutôt pas mal. T'adores Même si- dépecer des animaux, c'est ça? J'adore ça, mais le gameplay est insupportable. D'ailleurs, je voudrais dire que la cage d'or du... non, pour revenir au film, non, c'est quand même très ennuyeux, il dit pas grand-chose. Il dit même rien du tout. Oui, il dit même rien Surtout du qu'en tout. C'est ça qui est C'est vrai dommage, que c'est que. Il n'y a pas de propos derrière, c'est voilà, juste le deux film mecs ne qui trouve s'en- pas deux son mecs qui propos. s'emmerdent. Non, mais il vient de le dire. Ah ouais, Voilà, Le film ne trouve pas son propos. En fait, on sait pas ce qu'ils veulent. Ces deux frères sisters. On sait pas où ils vont. On comprend pas leur motivation parce qu'elles sont pas expliquées. Enfin, si, elles sont vaguement expliquées à un moment, mais bon, voilà. Ça, Mais disons que c'est juste- des... Et C'est Oui. des motivations inintéressantes parce que c'est des motivations qui Voilà. tournent autour du on en a marre, on a envie d'arrêter. Très bien, bah arrête le film alors. Parce que c'est des gens qui ont Coupé. tous le je suis fatigué de la vie, fatigué du western. Oui. Pardon, vas-y. Non, je me mettais à la place de Mais non, Jacques mais Audiard voilà, qui c'est reste son film. coupé, puis après c'est brisage de quatrième mur, on voit l'équipe technique derrière qui remballe. C'est Ça ça. s'appelle un film de Mel Brooks. Mais non, Voilà. c'est vrai que ça peut être une déception parce qu'en plus surtout que c'est le premier Jacques Audiard tourné donc en langue anglaise, hein, donc pour une fois il a sauté le pas là, il a voulu faire une production à l'américaine. D'ailleurs, ça a été produit par John C. Reilly, je crois qu'il est Oui, derrière la c'est production John C. aussi. Reilly qui est allé voir Jacques Audiard pour C'est lui lui qui demander l'a de le réaliser. Oui, Voilà. c'est lui qui l'a. Je crois qui qu'ils l'a se sont débarqué rencontrés à sur le projet. Sundance ou à Toronto et du coup ça s'est fait comme ça. Et du coup, oui, Jacques Audiard a voulu se placer dans la grande ligne des westerns crépusculaires comme un petit Impitoyable de Clint Eastwood, comme on a pu en voir, comme même ont essayé de faire les frères Cohen, comme on essayé. Beaucoup de grands réalisateurs sont essayés au Tarantino western, aussi. Tarantino, et la plupart des gens se sont dit bon, on va faire un western fatigué, un western où les gens en ont marre, qui va être assez lent, ça va beaucoup blablater. Très bien, mais maintenant j'ai envie de dire ça suffit, on en a assez vu. Si on pouvait retourner au Sergio Leone ou au John Ford, où il y a vraiment une action, il y a vraiment une histoire, il y a vraiment quelque défouraille à tout chose. va. Voilà, Ça défouraille ne un peu tourne- Ça ne plus. tourne pas comme a voulu faire aussi Tommy Lee Jones à un moment donné dans ses propres réalisations, Ouais. notamment sur l'histoire de son personnage qui va se venger de la mort de son meilleur ami mexicain. Je Oui, sais 3 plus comment ça- enterrements. 3 enterrements, voilà. 3 enterrements, Qui mais part encore pareil dans 3 un style. enterrements, mal, comme 3 il était enterrements. au Oui, oui, début. non, c'est ce que je veux dire. Ah oui, Ça reste aussi dans un style, comme je l'ai dit avant, où on essaye de faire dans un truc très crépusculaire, mais en fait, sa vocation est beaucoup plus réaliste, j'ai envie de dire. en Mais fait. c'était il y a 15 ans. Ouais, Et maintenant, va peut-être falloir trouver un nouveau western. on n'a plus de gros western maintenant. Bah, J'ai on J'ai les les voit l'impression que c'est une sortir. œuvre totalement dépassée en fait. Parce que il y a On les trouve au quelques- compte-gouttes en fait maintenant chaque année. Dans les années, évidemment, des années 30, 20-30 jusqu'aux années 60, Il y avait on que ça, faisait, oui. il y avait que ça des westerns. Et Maintenant, puis, t'en as un tous les avec 6 mois. l'influence de John Ford dans les années 50 jusque dans les années 60 renforçait ce genre. Mais c'est vrai que dorénavant, Et plus mais grand chose. en fait, ça veut dire quelque chose quand même d'assez intéressant au-delà de ça, c'est que l'Amérique regarde ces westerns, et ces westerns, c'est quoi? C'est sa mythologie totale. Oui. Le western, c'est la mythologie des États-Unis. C'est Et normal. si l'Amérique regarde les westerns comme étant une époque fatiguée et même malade, ça en dit beaucoup sur ce que l'Amérique pense d'elle-même aujourd'hui. Voilà, aussi. parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que quand on sort encore des films, encore à l'heure actuelle, même si ce sont des films d'époque, il y a toujours un message sur le questionnement de la société actuelle. Ça a toujours été Bien le sûr. cas et ce sera toujours le cas, que ce soit dans les séries B, même les films d'horreur et compagnie. Oui, Étienne. Non, Je te voyais faire les signes avec la caméra, t'inquiète Vive le pas. sport sur Antenne 2. Vive le sport sur Antenne 2 et vive la 2. Bah, de toute façon, on va en parler tout de suite de la 2. Non, je Le rigole. gars, il a un t-shirt Skynet, quoi. Oui, et alors Non, bah, rien, je suis jaloux. Tu fais des placements de produits, c'est ça? C'est toi qui le fais. Il est venu à la radio, C'est toi qui sachant en qu'on parles. est filmé avec son t-shirt Skynet. Bien sûr. Métaphysique, mon gars. Bah ouais, non, Quatrième mur, tout ça. Mhm. Google. Non, mais juste pour terminer sur les frères Sisters, c'est le crépuscule du western et il va être temps que la nuit vienne et ensuite un nouveau jour. Voilà. Oh, c'est beau. Surtout pour Jacques Audiard. Oui. Et en parlant de nouveaux jours, on va parler d'un autre duo, même, j'ai envie de dire, Delépine et Kervern, avec leur film I Feel Good, sorti donc le 26 septembre, Oh, cette j'ai pu transition. voir. en avance avec l'occasion du ciné, l'opération Ciné Cool, donc dans tout le Grand Est. C'était Et- cool.
Ouais, c'était cool, bien sûr que Putain. c'était cool. Alors l'histoire, c'est quoi? Donc c'est l'histoire de Monique qui De qui la campait. tienne, Donc enfin. non, je m'attendais, je m'attendais à ce que tu la sortes, c'est horrible. Attends, donc- je l'ai pas encore déballé. Hein. Non. Euh, Continue, ne fais pas attention. Donc Monique, campée par Yolande Moreau, dirige une communauté Emmaüs près de Pau. D'ailleurs, c'est considéré comme l'une des plus grandes communautés Emmaüs de France, je crois, hein, en superficie. Oui, avec la Grande Sainte. Voilà, après plaisante. plusieurs années d'absence, oui, t'inquiète, j'ai compris. Elle voit débarquer donc son frère Jacques, un bon à rien, qui n'a qu'une seule obsession en fait. Donc c'est trouver l'idée qui va le rendre complètement riche. Plus que les retrouvailles, ce sont en fait deux visions du monde qui s'affrontent. Alors pour le coup, je trouve qu'on retrouve l'énergie du Groland et du duo d'Alépine Kervern qu'on avait l'habitude de voir dans les films précédents, que ce soit comme Mammouth ou Altra ou autre, mais avec des personnages attachants, touchants, drôles et même complètement mélancoliques, parce qu'il y a forcément, je trouve, depuis ces 2 derniers, voire 3 derniers films, d'Alépine balance une espèce de vision d'un monde disparu ou voué à disparaître. Et ça se voit forcément avec cette vision assez belle où il y a des plans assez magnifiques, notamment un peu aériens sur ces vieilles bicoques à Emmaüs, parce qu'en fait c'est des baraques totalement remontées, il y en a même certaines qui sont à l'envers, qui sont mis dans des rails aussi de train, enfin, c'est assez comment dire, ça c'est... Là, c'est faire du contemporain, Voilà. du post-moderne Voilà. avec du post-moche, enfin du post-ancien. C'est du post-moderne, mais en faisant Avec du pré-ancien. voilà, avec du pré-ancien, exactement. Mais à la base, cependant, je trouve qu'I Feel Good gagne une partie de fraîcheur et de douceur, et montre aussi ce côté heureux, happy end, presque. C'est un film heureux, et finalement, le titre du film correspond parfaitement avec sa description, sa vision montrée par Delépine et Kervern, je trouve, dans tout ce film. Et il gagne ce côté heureux aussi parce qu'il est extrêmement burlesque. Il est très burlesque. Et la situation de fin, le climax de fin le montre clairement dans cette situation-là. Mais c'est vrai que le côté du personnage, par exemple, de Jean Dujardin, donc, qui joue ce Jacques, forcément, il y avait une question qui me posait, qui me tenait à l'esprit, et que je voulais poser à Delépine, mais là, il a répondu à l'avance. C'était notamment, est-ce que ce film a été fait pour Jean Dujardin, ou ce personnage a-t-il été fait pour Jean Dujardin? Et clairement, en fait. Clairement, ça se voit, ce personnage d'espèce de beauf un peu salopard, un peu limite, on va dire le nouveau Hubert Bonisseur de la Batte des temps modernes, mais un peu loser sur le côté. C'est clairement un personnage à la Dujardin. C'est le mec, il adore se faire détester, quoi, et y aller franco directement et taper là où ça va mal. Et pour le coup, c'est assez drôle. Il y a des situations qui sont complètement burlesques là-dessus. C'est ce qui fait que le film fonctionne d'ailleurs, parce que le personnage de Dujardin est très agaçant, beaucoup de côtés agaçants, mais c'est un tel loser que il en devient drôle. Enfin, c'est là où justement vous parliez du burlesque, et qu'on a envie de ça voir fonctionne très bien. comment il va s'en suivre. Et on s'y attache voilà. du coup. Et... Parce que le Jean-Jean Dujardin joue vraiment à merveille le mec qui croit à la société ultra-macroniste de ultra-libéralisme. Ultra-libéral, faut écraser les autres, mais en même temps, faut les aider pour aller vers l'avant de l'ultra-libéralisme. Et ça va tellement loin, voilà. C'est tellement... Quand tu te rends compte que tu essayes de mettre en pratique ce qu'ils disent au premier degré, ça ne marche pas. Bien sûr que ça ne marche pas, parce qu'en plus, son idée de base est complètement idiote. Donc c'est en fait faire de la chirurgie esthétique low cost. Donc ça marche absolument pas. Donc pour rendre les gens beaux et donc les rendre meilleurs, c'est-à-dire des gagnants, enfin mieux gagner du fric. Voilà. Quand t'es beau, tu réussis. Voilà. Et c'est tellement l'artificialité du message ultralibéral que quand ils le mettent en application, on n'y croit évidemment pas une seule seconde. Oui, et surtout, en plus, ça surjoue avec la situation, parce que là, il essaye d'amadouer en fait tous les habitants d'Emmaüs. Donc eux, ils en ont plus ou moins rien à foutre. Ils restent vraiment, ils essayent de rester dans leur coin, et ils acceptent plus ou moins en fait pour essayer soit d'intégrer le personnage de Jacques, mais aussi et surtout pour faire plaisir à sa sœur en fait. Donc il y a aussi ce côté attachant et familial qu'on n'en avait pas trop l'habitude de voir dans certains d'Alépine et Kervern, à part Saint-Amour, je pense, qui était très remonté là-dessus. Donc je pense que ça montre aussi cette évolution qu'a chez ces réalisateurs. Et d'ailleurs, je trouve que cinématographiquement, il y avait des plans très très bien fichus. Mais parce qu'il reprend beaucoup d'une esthétique à la Capra. Ouais. Dans l'écriture des personnages, il y a la même fraîcheur de gens un peu naïfs, mais qui vont à fond. Français. Ouais, voilà, où vous ne l'emporterez pas avec vous. Et
t'as toute une galerie de personnages un peu bébêtes, mais super attachants, et qui au fond, on le sait, ils ont raison. Et du coup, on a envie de les aimer, on a envie de s'y attacher, et on les accompagne tout le long du film. Voilà, pour ainsi dire, je vais un peu terminer là-dessus. C'est un film attachant, mettant en avant les laissés pour compte dans cette société qui ne regarde jamais en arrière. Jourdain, c'est ce simulacre macronien devenant l'incarnation de l'espèce de l'abbé Pierre, en fait, finalement. Il fallait oser, et finalement, ils l'ont fait. Je trouve ça magnifique. Est-ce que ce serait pas le premier film post-Macron d'ailleurs, enfin Post-macroniste. de l'ère macroniste? Alors, Delépine l'a expliqué après sa rencontre au Caméo à Nancy. Il l'avait dit, de toute manière, en fait, ce film, on l'avait écrit avant que Macron soit élu. Donc, il n'y avait pas de vision réelle sur ce personnage-là. Oui, mais sous Hollande, on a déjà eu une première couche de peinture qui était assez visible. Et puis d'ailleurs, ça se voit aussi avec le magnifique album Panini que crée le personnage de Jacques dans le film. À un moment donné, il sort un album Panini des plus grands pontes des grands patrons, et puis on trouve forcément il y avait Bolloré, je crois qu'il y avait Bernard Tapie. Bien sûr qu'il y a Bernard Tapie. Et notamment cette phrase magnifique, on y a cru, mais tout le monde y a cru, hein, mais moi-même un jour j'ai cru à Bernard Tapie, donc il y a toujours cette situation-là qui montre tu le côté retrouves très drôle. aussi une bonne partie des gens de la Silicon Valley comme Steve Jobs. Ouais, notamment, il essaye Bill de Gates. savoir comment Gates. réussir comme Bill Gates, et puis en fait il surligne tous les mots de Bill Gates dans sa biographie. Il se dit, ah oui, c'est génial. Ah oui, Même c'est la génial. dédicace, il l'a Même la surligné. dédicace, il l'a surligné. Ça c'est fort, c'est très fort. Voilà, non, pour Mais le coup, c'est très, du très mois de septembre, il est sorti en septembre, oui. en septembre, le 26. C'est peut-être le meilleur film du mois de septembre. Je pense. Et en parlant de bons films, non, je rigole, La prophétie de l'horloge, réalisé, alors là c'est encore plus drôle, par Eli Roth. Donc il a arrêté la barbaque et la boucherie pour donc un film qui peut tendre vers du Harry Potter sous-côté, on va dire Parce ça que comme c'est ça. lui qui a fait Hostel 2, c'est ça? Oh, il a fait Hostel 1, 2, 2. il a fait aussi un film avec des cannibales, je sais plus comment ça s'appelle, c'était pourri. Et du coup, là, il s'est essayé au film pour gamins. Voilà, parce que c'est normal, c'est Eli Roth. Ouais. Bah voilà, t'as tout dit, hein. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Allez, courage. Allez, Ah non, courage, mais Étienne. sérieux, il y a plein d'autres films mieux dont Ah on bah peut tu l'as parler. balancé dans ta liste, hein, donc Bah oui, malheureusement. et je pensais vraiment pas que tu le prendrais, c'est le film le moins intéressant dont on peut parler, mais bon bref, voilà. Et Il y a Jack Black si tu veux dedans. Voilà, il y a Jack Black, j'aime beaucoup Jack Black, et c'est vrai qu'il essaye de s'en sortir, mais malheureusement... Van. Comme je dans pense Chair de poule. ouais, un peu comme dans Chair de poule. Oh la tristesse. Un moment de silence pour Jack Black, j'ai l'impression. Rip la Il carrière sort de Jack un Black. album en ce moment là. Oui, avec Tina Chusdi, ils sont de retour, c'est très bien. Il t'a C'est parlé de beaucoup Jack mieux. Black. Bah, j'espère pour eux. Alors moi j'ai vu aucun Eli Roth, donc voilà. Mais C'est bien. c'est bien, d'accord. Très bien. Pour ceux qui auraient vu des Tarantino, Et- c'est celui qui joue le mec à la batte de baseball dans Inglourious Ah oui. Basterds. L'ours juif. L'ours juif, voilà. Et mais c'est vrai que non, ce qui pêche dans la prophétie de l'horloge, je vais commencer par ce qui pêche. Déjà, il n'y a pas de direction d'acteurs, ils sont un petit peu beaucoup en roue libre. D'ailleurs, il y a Kyle MacLachlan pour les fans de Twin Peaks, pardon, et qui lui est très très en roue libre. Mais bon, ils l'ont Beaucoup trop. dégueulassé avec des effets spéciaux. Je pense que Eli Roth lui a dit Pas mal. écoute, Enfin, bah- fais ce que David Lynch fait. C'est à peu près ça. Et enfin, bon, l'histoire, c'est vaguement effectivement la même qu'Harry Potter, c'est-à-dire c'est machin, le gamin, je sais plus comment il s'appelle, qui perd ses parents du jour au lendemain, et du coup, il se retrouve à aller chez son oncle. Tiens donc, clin d'œil, est-ce que cette histoire vous dit quelque chose? Moi, elle ne me dit rien du tout. Parce qu'il y a Et- un hibou. Impitoyable. Il y a des citrouilles en tout cas, et en fait, son oncle s'avère être un mage. Il habite pas, c'est sa voisine qui est aussi une magicienne, et puis Oui. il y a des trucs dans la maison, il y a une horloge qui est enfermée dans la maison, et ils essayent de la retrouver en pétant les murs tous les soirs, et puis il y a un grand méchant qui est joué par Kyle MacLachlan, Parce que et le en grand fait, méchant, il a envie de tous les tuer parce que c'est le grand méchant. Mais Voilà. il dit Il a il pas est vraiment- mort, mais il reviendra quand ils retrouveront l'horloge. Voilà. Enfin, une connerie comme ça. et puis en fait le gamin s'avère être lui aussi un mage, ça alors, c'est fou. Qui a écrit l'histoire? Moi, j'ai Je trouve été ça surpris. fantastique. J.K. Rowling. Et puis, je crois que tout finit bien à la fin. C'est beau. C'est On une se très souvient belle plus. histoire. On s'en Et là, souvient. MacLachlan, il Mais- égorge le gamin, il mange son corps. Enfin bon, on voit tous les détails. C'est pour un peu plus tard la zone tri. Ah oui, c'est oui, c'est ça. Quoi, il y voilà. a du rave? Ah merde. Eh oui. Ah, pourquoi je suis venu? moi Heureusement qu'il y a des caméras. Ça va qu'il y a les caméras, ça va que Non, tu mais peux en montrer vrai, ta magnifique barbe. C'est vrai. La prophétie de l'horloge, c'était pas. C'est mignon, quoi, voilà. C'est gentil. Bah, C'est si mignon, mais sans vraiment plus. vous savez pas comment occuper Non, votre on a neveu surtout le l'impression qu'en mercredi fait, matin, Eli Roth ne savait pas quoi faire. On Oui, lui a mais balancé ça clairement. sur son bureau, il a fait bon,
Ouais, Il j'ai a besoin fait, d'argent. il a fait une grosse vanne avec un griffon qui est fait c'est C'est un un buisson arbuste coupé. qui est taillé en forme de griffon, mais Oui. comme l'image lui donne vie, alors du coup après il chie des feuilles. Et il passe son temps à chier des feuilles. Et Une il passe scène son sur temps, deux, ouais. c'est la grande Une blague scène du sur deux, film. t'entends et puis tu vois un gros tas de feuilles qui Ouais, débarquent. non, c'est Un normal. gros c'est tas de normal. feuilles La mortes vraie qui sont question, brunes, c'est donc. est-ce que Ouais. c'est intéressant pour le public ciblé? Franchement, Ben, ouais. je ne sais pas qui Parce est que comme ciblé, c'est mais des gamins de 7 ans, ils vont pour ceux forcément qui sont rire à un ciblés, gros c'est chat qui intéressant. proute. Voilà, Ouais, mais est-ce Forcément. que c'est intéressant au-delà du chat qui proute ou... Bah t'as de la magie. Mais genre, ils lancent il y a des citrouilles volantes qui veulent les manger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des explosions, non? Pas beaucoup. Il y a une grande scène dans l'horloge qui se démultiplie à la fin avec plein de Oui, rouages. si, non, il y a quand même quelques trucs pas mal dans la scène de la fin de l'horloge. Mais pour un gamin, il Mais- revoit Harry Potter, rien que Ouais. dans le premier qui a été fait il y a quoi? Il y a 20 ans, il a déjà beaucoup plus à becqueter, clairement. C'est vrai. Oui, l'écriture Mais est Chris mauvaise, ça se Columbus voit à travers le aussi, film. Donc, Quoi, là- Christopher Columbus, c'est bon? oui, Ah, c'est ouais. lui qui a fait le premier Harry Potter. Ah ouais. Oh, oui, Ça Oui, va. il a fait quoi d'autre, T'avais Columbus? pas aimé, toi Gremlins. j'ai jamais vu. Oh, Alors sur ce, on va faire une petite Oh, pause c'est pas bien BO. grave. Donc les Frères Sisters, un morceau d'Alexandre Desplat.
Et voilà, donc c'était un extrait du film Brothers Sisters. Donc, un Qu'est-ce que morceau t'as voulu composé dire, par Étienne ? Alexandre Rien. Desplat. Ah non, on disait que le morceau était à l'image du film. Quoi. Un peu. Mais encore, Un peu ça, plat. ce morceau s'appelle Gunfight. Hein, c'est- Un peu dépl. Bah, et il aime bien les tambours. Vous n'avez pas Ça entendu donne- Non, mais ça reste la quand même un chanson truc- Discussion autour du feu. Ça reste un très bon, Pardon. compositeur, mais on va dire que c'est pas son meilleur truc possible. Quoi. c'est Bon, vrai. alors pour le coup, Mais là, il a sous-traité en fait. c'est On pas va lui. donc C'est son fils qui avait 2 ans. Alexandre Junior, Ouais, Alexandre Junior Desplat. qui a 5 ans. Il a appuyé sur une touche de son clavier, de Il a son lancé- synthé. Il, Ah, c'est vachement ça, c'est vachement bien il ça. a Kid. lancé un sample. c'est avec, génial, ouais, c'est ça, super. Ouais. Alors non, on va arrêter les blagues. Bon, c'est fini pourries. les blagues de Oh merde. non, on va pas arrêter les blagues. Malheureux, t'as encore un an à tenir. Non, attends la fin de l'émission. Là, t'auras de quoi parler. Mais on va quand même parler de bons films. Enfin, j'espère quand même parler de bons films. Bah non. Car là, on va donc s'attaquer à Damien Chazelle avec son film sorti le 17 octobre. Je parle bien évidemment de First Man. Le Sur la film. préhistoire. Sur Adam. Donc, C'est Adam qui se fait. D'ailleurs, je jarter sais plus de- c'est quoi le du sous-titre jardin français d'Éden. qu'ils ont foutu sur l'affiche. C'est Le First Man, premier le homme premier sur homme la sur la Lune. Voilà. Alors qu'on savait pas ce que ça voulait absolument dire, hein, parce que forcément, Surtout ils ont qu'il y a pas un fait de matraquage astronaute, supplément. finalement, Oui, sur oui. le- Surtout Bah, qu'à mon c'est avis, on peut-être sur suppose que ça Yuri s'appelle- Gagarin, le premier homme à aller dans Ouais. l'espace. Oh le troll, oh le troll, oh le troll, on oh le sait troll. pas, First Man, attends, il y a C'est une un première film fois de pour tout, tu sais. science-fiction. Bien sûr. Donc, oui, C'est vas-y. vrai, Premier homme Jordan. sur la Lune, c'est de la science-fiction. Bah, alors, réalisateur des fantastiques Whiplash et La La Land, auréolé de succès critique, le jeune prodige Damien Chazelle enchaîne coup sur coup avec, chose étonnante, un biopic sur Neil Armstrong. Donc le premier homme à avoir mis son pied sur un autre objet céleste que la Terre. Donc, Putain. La Lune. oui, bravo. Et qui a mis pour la première fois sa bite sur la Lune? Non. Alors je sais pas, je pense pas qu'il l'ait sorti parce que en général on la perd. S'il avait envie de pipi, il faisait comment Hein Alors, chose Alors, c'est étonnante, comme dans Iron Man 2, il fait dans la combinaison. c'est ça, exactement. Qu'est-ce Voilà. qu'il était bien, Iron Man 2. Alors quand t'as envie de faire caca, on imagine la suite. Hein. C'est Justin Le Theroux, problème, en c'est plus, que qui a Antoine écrit Bourva Iron Man vient 2. d'imaginer. C'est ça. Oh, Alors- faut vraiment que j'aille voir ce film. Du coup, Damien Chazelle, on le connaît pour être passionné de jazz, hein, comme le prouve Whiplash et La Qui La était Land. c'est déjà le tiré film d'un de ses précédent. courts-métrages, en fait, Whiplash. hein. C'est ça. Mais qui est quand même son deuxième film, Whiplash, il faut quand même Mais bon, voilà, deuxième film, le mec va aux Oscars direct, La La Land, il est sacré meilleur réalisateur. Et là, il nous sort First Man, donc un biopic sur Neil Armstrong. Et Neil Armstrong, First Man, finalement, c'est vraiment l'histoire de Neil Armstrong. C'est pas tant l'histoire de l'événement du premier homme sur la Lune, ça a déjà été fait plein de fois, hein, Ah bon dans plein de films différents. Là, c'est Apollo vraiment 13. Non, je rigole. c'est vraiment l'histoire de Neil Armstrong et effectivement le film commence par un drame personnel qui va rester central pendant tout le film et qui donne le ton, c'est-à-dire l'histoire des hommes et des familles des personnes qui ont effectivement contribué à mettre en place cette opération d'aller sur la Lune pour la première fois. Oui, car il faut signaler, c'est que cette opération a coûté la vie à beaucoup de personnes, Beaucoup. car il faut bien tester toutes les nacelles et certaines ne marchaient pas. Et Certaines n'ont même jamais décollé. Ah oui, surtout quand elles prennent feu alors qu'elles n'ont pas décollé parce qu'un réservoir d'oxygène pète et que tu perds ton pote avec qui tu t'entendais super bien et pas péter. que tu te retrouves avec la veuve qui habite juste en face de chez toi qui est totalement en dépression finalement alors que juste avant tu faisais des barbecues avec et tout se passait bien. Donc oui finalement... Bah, le c'est- dernier barbecue, c'est mal passé. Joué. Mais Ils ont pu griller beaucoup de saucisses, en tout cas. effectivement... 4 saucisses, ils étaient 4. Non, ils étaient 3. 3 Bah 3 Oh, grosses c'est saucisses. qui les merguez, elles sont trop Mais cuites, là. en tout cas, pour revenir sur le film, comment on s'appelle la performance de Ryan Gosling, performance qui est beaucoup, c'est performance à Oscar, quoi. Le film sort en plus, on va dire, on est à la période où les films commencent à sortir pour l'Académie, quoi. Clairement, moi je suis sorti du film, je pense qu'il a ses chances pour être sacré meilleur film. On verra ce qui va sortir d'ici là, mais il a vraiment ses chances. C'est vrai. Damien il y a Chazelle prouve encore que Peut-être Ryan Gosling pour une nomination, quoi. c'est un génie. Alors Ryan Gosling, effectivement, il est beaucoup salué par la presse.
Parce qu'il parle cette fois-ci. Oui, il parle, mais honnêtement, moi je trouve qu'il fait encore du Ryan Gosling, quoi. Enfin, il n'est pas dans quelque chose de bien différent. Alors après, il y a pas de souci, il joue très bien ce qu'il a à jouer, c'est vraiment poignant, etc. Mais enfin voilà, il n'est pas dans quelque chose qui le fait sortir des sentiers battus. Mais en tout cas, le film est bien, il est parfaitement réalisé. Alors là, je suis vraiment pas d'accord. Vas-y, Quoi Étienne. Ah non, justement, au niveau de la réal, je trouve que Damien Chazelle, il a chié dans la colle, là. Ah bon? Bah, autant je trouvais qu'avant, enfin, ces deux premiers, effectivement, c'était le virtuose de la caméra, mais là, alors, je précise une chose, je ne supporte pas les caméras à l'épaule, et là, il fait quasiment que ça. Oui, mais Et ça, après, c'est des... Là où ça fonctionne, c'est effectivement quand le propos est assez intéressant, quand on s'attache à l'histoire des familles, etc., ce que tu as bien souligné, ça fonctionne bien. On oublie la caméra à l'épaule, on est bien dedans, ça marche. Par contre, je trouve qu'il y a quand même quelques moments chiants. Et à ce moment-là, le fait qu'il y ait une caméra à l'épaule fait que moi, ça m'a ressorti du film. Et j'ai trouvé ça dommage. Mais il y a des moments qui sont superbement maîtrisés, c'est vrai. Moi, honnêtement, notamment toute la fin. Mais je trouve que en termes de réal, j'ai pas du tout de souci avec la caméra à l'épaule, D'accord. mais tant mieux. en tout cas, je trouve effectivement estomac. qu'il maîtrise parfaitement effectivement le sujet de la famille. Neil Armstrong est dépeint comme un personnage totalement professionnel, même des fois beaucoup trop pour son propre bien. Et avec sa femme qui est jouée par Claire Foy, si je dis pas de Oui, bêtises, c'est ça. qui le remet devant ses responsabilités Qui est très de père, bien, en elle joue fait. très très bien. Ah oui, je pense qu'elle peut être nominée aussi en tant que meilleur rôle féminin. Oui. Et Ce serait pas la première fois. Continuez. C'est bien, Antoine. J'étais Rendors-toi. parti pisser. Rendors-toi. Mais moi, il y a une scène qui m'a beaucoup marqué dans sa justesse au niveau de la direction d'acteur, parce qu'en plus, il y a des enfants à diriger, donc ça doit pas être évident. C'est le moment où justement, elle écoute la première sortie dans l'espace de son mari, là où où il y a un problème, quand ils doivent se raccrocher à une sonde, je sais pas, dans l'espace, Oui. et que ça se passe très mal, et où elle qui est stressée, il y a son gamin qui était un peu mis de côté dans la chambre, vient s'emparer de la radio, comme si c'était le seul truc qui lui restait de son père, en fait. Sauf que la mère se rend pas compte de ça, et je trouve c'est vraiment parfaitement maîtrisé à ce niveau-là. Ouais. Moi, j'ai préféré la scène d'après où elle vient les engueuler à la NASA en les remettant à leur place en disant mais en fait vous êtes vraiment vous croyez que vous êtes des hommes, que vous êtes intelligents, mais vous êtes juste une bande de gamins qui faites des modèles, des maquettes et des modèles réduits. Et c'est assez drôle de voir cette irruption justement tu te dis putain ouais les gars c'est des têtes, et non vous êtes en train de faire n'importe quoi. Enfin bon, faut le faire aussi. Juste pour un concours de gros stub avec la Russie. Au final. Voilà. Oui, c'était surtout ça, parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est que le concours pour passer le premier homme dans l'espace, c'est finalement la politique de Kennedy qui a dit non, il faut rattraper le retard par rapport aux Russes, et je prévois même que l'homme va se déplacer sur la Lune. Chose qu'il a faite. Et prévu, il a dit on choisit d'y aller. Les gars, c'est parti. On y va. Mais aussi d'ici 10 tester ans. une série de lanceurs de fusées pour aller le plus loin possible et éventuellement pouvoir péter d'un seul missile Moscou. Le principe, c'est comme les fameuses fusées V2 à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Bien Elles sûr. ont été faites d'abord pour faire des le lancements même dans gars l'espace. C'est Werner von Braun qui a fait les V2 et qui a permis aux Américains de créer toutes les missions Tout Apollo simplement. et les lanceurs Saturne V. Mais pour finir, justement, ça c'est aussi un des éléments, je sais pas si tu es d'accord avec moi, qui est très bien réussi dans le film. C'est on voit à quel point c'est brinque-ballant en fait, parce que quand ils montent dans les fusées, mais ça tremble de partout, c'est pas rassurant du tout. On a l'impression que tout va se décrocher d'une minute à l'autre, et ça c'est particulièrement réussi. Il y a un travail du son, je pense, qui va être aussi récompensé pour le son, qui est terrible. C'est un film à voir. Surtout si vous avez encore le la design chance, sonore, pas la BO. Non, le design sonore, la BO. Parce qu'apparemment la BO, c'est quand même l'un des peu, gros points négatifs du film que j'ai entendu de la part de beaucoup de personnes. Il remet c'est du jazz parce que c'est Damien Chazelle à un moment où il danse les deux personnages, mais voilà, au-delà de ça, on s'en fout un petit peu. C'est pas le Danube bleu, quoi. Mais bon, j'aurais coupé 20 minutes quand même. C'est vrai qu'il dure 2h24. 2h20 et franchement, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. On va terminer là-dessus. On va donc passer à un autre film. Alors, All the Dark, je ne me rappelle plus du titre français. Ni homme, ni Dieu. Ni Dieu, ni homme, je crois, c'est ça.
la c'est traduction bien traduit. française. Oui, c'est Ouais. absolument bien traduit. All the Dark, ni aucun dieu, ni homme. Ça va, c'est pas une traduction All the- anglaise d'un truc. Mais All c'est the du jeu Dark. saxon, c'est pour ça. Oui, voilà, je crois. C'est comme ce fameux film avec Justin Timberlake où il y avait eu In Time et c'était Time Out. Ah oui. Bon, bref, All du the coup, Dark. All the Dark. traduit, Donc, j'ai oublié ma liste de cours. voilà, j'ai oublié ma liste de courses, donc sorti le 28 septembre. Alors pourquoi ? Parce qu'il est sorti sur les plateformes de streaming, sur la plateforme Netflix. Donc, alors c'est le dernier film de Jérémy Saunier. Un réalisateur C'est que qui j'apprécie fortement après avoir fait Blue Ruin et notamment Green Room. Room. Ah oui. Voilà, je pense. Tu l'avais vu Green J'en ai Room vu aucun des deux. On me les a beaucoup Mais conseillés. oui, il était Oui, très oui, bien, oui, Green oui. Room. C'était lui. Voilà, d'accord. voilà, sur l'histoire avec de ce groupe d'Open qui se retrouve Oui, enfermé oui, oui. via un groupuscule de nazis tout autour, Oui, oui, oui. avec ce bon vieux Patrick Stewart. Stewart, voilà. Hein, ce bon vieux docteur X. Enfin, Docteur néo-nazi Docteur- X. Voilà, c'est ça. Donc, je vais arrêter là-dessus. All the Dark donc, de Jérémy Saunier. Le synopsis, c'est quoi ? Donc, c'est quand un jeune villageois se fait tuer par une meute de loups en Alaska, un spécialiste de la faune sauvage, campé par Jeffrey Wright, dans un premier rôle, ça fait plaisir, enquête et se retrouve piégé dans un sinistre triangle avec les parents de la victime. Alors, c'est un espèce de polar à connotation mystique, voire fantastique. On retrouve un peu les thèmes récurrents qu'on peut voir chez l'auteur, notamment par exemple la désintégration, la désagrégation, même je dirais même de la cellule familiale, cette plongée incessante dans l'obscurité, le néant en fait, la découverte du néant. Comme la prophétie de l'horloge. Ouais, sauf que là c'est représenté de bonne façon, on va dire, parce Ah que oui, je ah pense bah, là que aussi. c'est peut-être la meilleure production Netflix faite en termes de long métrage. D'accord. Alors c'est vrai que Carrément. bon, la qualité Netflix, on peut le dire, ça n'a jamais été vraiment leur fort. Hein. Ils sont là plus par opportunisme que par qualité. Il y a le qualité. Alfonso Cuarón qui arrive. Alors il y a l'Alfonso Cuarón qui arrive, ça j'attends de voir ça aussi, parce que bon, on sait jamais. Puis, il y a Et le Scorsese. qui arrivera encore un petit peu après. Donc on va dire pour l'instant on est déjà avec Saunier, c'est déjà pas mal. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec la rareté des dialogues et de la musique, sublime en fait les décors de l'Alaska et la photographie absolument superbe. Le directeur de la photographie a fait un travail fantastique là-dessus et je trouve que Saunier représente à perfection ce milieu totalement sombre, froid, où en fait on se rend compte que vraiment tout autour des personnages est oppressant. Que ça soit le reste du village, les Indiens, que ça soit les autres personnages. D'ailleurs, le personnage campé par le père de famille, donc Alexander Skarsgård, revient en fait d'Irak, donc il a le syndrome PTSD absolument pitoyable. Et d'ailleurs, pour le coup, Saunier peut vraiment faire un bon film de guerre, je pense, parce que toutes les scènes qui se déroulent en Irak sont assez vraiment tendues, sont assez vraiment bien fichues. C'est vraiment le côté très sombre de la guerre. Je pense que ce réalisateur a vraiment du potentiel dans différents genres. Et c'est pour ça que je trouve aussi très important de la part de ce réalisateur-là, parce qu'en fait, le style Saunier, c'est quoi ? C'est finalement mettre le spectateur dans une situation où on ne s'attend absolument pas. Parce que finalement, le début peut s'apparenter à une histoire de quête de chasse aux loups. Je me suis dit, tiens, ça va être un espèce de territoire des loups, mais en sens inversé ou une connerie comme ça. Non, absolument pas. On se retrouve finalement dans un espèce de triangle où en fait, ils sont obligés de retrouver la mère, parce qu'en fait, ils ont découvert le cadavre du fils qui était dans la cave. Enfin, voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisse pas spoiler tout le film. Ça a dû gâcher le vin. Oui, je pense. Il y a l'humidité, tu sais. Ah bon. Mais c'est vrai que je trouve qu'au moins ça c'est fort avec Saunier, c'est que comme c'était le cas avec Blue Ruin, où on pouvait s'apparenter à une espèce de revenge movie simple et basique, ça ne l'est absolument pas. Avec Green Room, où c'est une espèce de survival, ça l'est vraiment pas dans ce style-là. Surtout en plus avec les personnages qui potentiellement peuvent être les seuls qui potentiellement peuvent s'en sortir, meurent en premier. Là finalement on est dans un film plus sombre que ses précédents, parce qu'il n'y a plus trop cette touche un peu ridicule, un peu des personnages qui étaient limite un peu issus des frères Cohen qui pouvaient sortir de nulle part. C'était un peu le cas dans Green Room, c'était pas mal du tout dans Blue Ruin. Là absolument pas, les personnages sont sombres, froids, la fin est très ouverte, très énigmatique, et je dirais que ça permet d'éviter le côté ridicule, qui permet de redéfinir même le côté éprouvant dans certaines scènes. C'est-à-dire qu'il va éviter ce contrebalancement comme il avait l'habitude de faire dans ses deux dernières œuvres. Là, il va vraiment dans un côté où chaque moment ça sombre au fur et à mesure, et la fin ça se termine dans une grotte, et je comprends parfaitement cette situation-là, quoi. Alors pour le coup, même s'il n'est pas parfait, All the Dark reste une des premières œuvres cinématographiques produites par une des meilleures premières œuvres produites
par Netflix, et même cinématographiquement je trouve que là franchement ils ont réussi pour le coup. Alors c'est vrai qu'il y a des scènes qui marchent très très bien, l'introduction en Irak, la scène de massacre en Alaska, mais Saulnier, je pense que pour son prochain il va falloir qu'il quand même passe à autre chose et laisse quand même quelque chose de plus sombre et de plus violent de côté, et je pense qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose aussi de différent. Une comédie musicale comme Chazelle. Non, j'espère pas. Oh, Non, je pense qu'il peut faire encore autre chose. Alors, pour le coup, on va s'arrêter là-dessus et on va revenir donc sur Bradley Cooper qui fait son, donc, réalise une son comédie premier film. musicale, la transition Voilà, parfaite. voilà. Ouais, alors c'est A pas Star vraiment is une Born. comédie. Oui, oui. Sorti donc le 3 octobre, et je crois que d'ailleurs c'est le 4e film qui s'appelle A Star is Born. Hein, donc, c'est dire. 3e ou 4e, je sais crois que pas, c'est le Antoine, 4e. notre... Il y a notre- un des premiers, c'était de 1937, Oui. Et le deuxième 57. Et après, ils en ont peut-être fait un autre. Je crois qu'ils en ont fait un avec entre-temps. Barbara Streisand aussi. Ah oui, il y en a un. Voilà, ouais, c'est le 4e. C'est le 4e. Donc on remplace Bah, Barbara Streisand voilà. et on met Toutes Lady les Gaga. époques ont leur Star is Born. Exactement. Lady Cracra. Moi j'en ai vu aucun, c'est le premier que je vois de A Star is Born, donc peut-être qu'Antoine pourra nous en parler un peu plus. Toi, t'en as vu au moins, non? J'ai T'as vu le les deux premiers. Les deux premiers, voilà. Pas mal du tout. Ils pas sont en mal. noir et blanc, du coup, ils étaient bien. Ah bah c'est bien, oui. Ils étaient muets aussi ou pas? Non Presque. Ah merde. Du coup, Non, c'est pas si ils bien étaient que ça. pas parfaits non plus. D'accord. Voilà. Bon, j'ai pas, comme je disais, j'ai pas vu les. Donc c'est le 4e remake, j'ai pas vu les autres. C'est réalisé par Bradley Cooper, ça doit être sa première réal, si je dis pas de bêtises. Et il campe un chanteur de blues rock qui est Country, un peu country. pas trop country, non. Non. Punk, trash. Non, blues rock, un peu à la Metal. BRMC pour ceux qui connaissent. Garage. Jacques Chanson Rebel, française, ferme là. Et lui, il est au sommet de sa gloire. Enfin, il commence d'ailleurs un petit peu à décliner. Il est bien piccolo sur les bords. Et puis, alors qu'il en a plus rien à foutre de rien, des tournées, tout ça, qui pense que à boire. Il rentre dans un bar et là, il tombe par hasard sur Lady Gaga qui est en train de qui chante ce soir-là dans le bar. Il est conquis par sa voix, il est conquis par la fille et du coup, il décide de lui proposer de venir avec lui assister à un de ses concerts, et puis il l'a fait monter sur scène, il l'a fait jouer avec lui. Et à partir de ce moment-là, ça va lancer sa carrière à elle. Et puis, évidemment, eux vont se rapprocher. Donc, bon, voilà. Après, je vous dévoile pas la suite. C'est très bien. Étonnamment, c'est très bien. C'est vrai qu'en plus, c'est une première œuvre, donc Oui. souvent les jeunes réals se testent ou s'influencent par d'autres réals. Notamment, je pensais que Bradley Cooper allait un peu s'orienter sur du Clint Eastwood parce que bon, il a bossé beaucoup Il y a un avec peu lui. de ça. Il y a un peu de ça. C'est comme l'a fait Ryan Gosling avec son premier film où il s'inspire énormément de. Le truc horrible Only hipster Only God là. Forgives. Non, pas non. Only God Forgive. Oui, mais il s'inspire de Only God Oui, Forgives, voilà. de Refn. Voilà, Ah oui, il s'inspire est beaucoup de casse-pied, ce Refn. film. Il y a même, par exemple, Chris Evans qui s'était un peu essayé à la comédie romantique. Enfin bref, il y a toute une génération de jeunes acteurs qui n'ont pas encore terminé leur carrière, qui deviennent réalisateurs. Et Bradley Cooper, je pense qu'il sort du lot. Oui, clairement, parce que la mise en scène est assez élégante, elle est bien travaillée. La réal, moi, je l'ai trouvée vraiment super. Les personnages, les seconds personnages, enfin les seconds, comment on dit, les seconds rôles. Les seconds rôles, merci, sont bien développés, bien travaillés, et du coup, on comprend vraiment bien l'univers qui se met en place devant nous. Je trouve que la première partie est très bien maîtrisée. La deuxième partie, un petit peu moins. J'ai trouvé quelques longueurs et tout ça, mais pareil, jusqu'à la fin, il y a toujours une élégance dans la mise en scène, et j'ai été super surpris. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié, qui est chouette, qui est beau à voir, que je reverrai peut-être pas non plus tous les jours parce que faut s'accrocher, mais voilà, vraiment une très bonne surprise. Et Lady Gaga en actrice est super, vraiment super. Elle joue très très bien, c'est très bien. Je pense que Bradley Cooper a une bonne expérience. Ouais, puis à mon avis, il y a une alchimie entre les deux qui a permis. Il y a une alchimie entre les deux qui à l'écran fonctionne super bien. Parce que c'est surtout ça c'est l'histoire fou à voir. de base, c'est surtout ces deux personnages-là qui font la force du film. Oui.
C'est le combienième rôle de Lady Gaga parce que je sais qu'elle jouait dans American Horror Story. Oui, sais je quelle saison, pense qu'au cinéma, c'est son premier vrai C'est grand son rôle. premier rôle, oui, au cinéma. En tout cas, tout ce qu'elle a fait avant, c'était vraiment en tant que Lady Gaga. Elle apparaissait parce que, elle jouait quasiment elle-même, quoi. Et c'est la première fois qu'elle apparaît vraiment quelque part en tant qu'actrice et non en tant que Lady Gaga. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. On va faire une petite pause BO d'ailleurs, issue donc du film Star is Born. Le morceau s'intitule Shallows et donc chanté par Lady Gaga et Bradley Cooper. Et voilà, donc c'était un extrait issu du film Star is Born qui est très bon et Étienne le conseille. Donc Oui. allez-y. Je pense qu'il dit encore en salle. Ouais, je crois. Oui. Ouais, il doit bien passer à l'UGC. Oui, voilà. Au pire à Ludre. Au pire à Ludre. À l'une, merde. Voilà. Si t'en as pas, tu passes ton permis pour en acheter une. Oh là là. Et si tu n'as pas, tu nous écoutes car on va parler de The House That Jack Built de Lars von Trier, donc sorti le 17 octobre. Alors, il faut savoir que c'était mon tout premier Lars von Trier. Youpi. C'est la première fois, tout comme on disait tout à l'heure. J'ai dépucelé. Voilà. C'est ça. Et je Lars suis von pas Trier. déçu du voyage, il faut le dire. Je connaissais la réputation sulfureuse du bonhomme. Le nazi. Non, mais ça, faut revenir sur l'histoire. C'est que, il a été déclaré persona non grata de Cannes parce qu'il a pété un câble lors d'une conférence. Il a fait mais oui, allez-y, traitez-moi de nazi. Je suis un nazi. C'est surtout en fait, il a dit je comprends Hitler et là forcément on est suivi ce qui s'en est suivi et persona non grata.
Et bah justement, il est revenu, hein. Il est revenu Oui, à il est Cannes cette année. revenu, hein. Oui, avec sa roulotte là. Voilà, Parce avec qu'il- sa roulotte. Parce qu'il vient en camping-car à chaque fois qu'il vient à Cannes, il vient en camping-car. Et ça, c'est véridique Ça, aussi. Oui, c'est un espèce de. Enfin, je sais Bon, même pas si c'est- c'est un c'est- camping-car, c'est un truc. Bon, immense. le Une film, roulotte. là, fermez-la. vous. Vas-y. vite. Alors, ça raconte l'histoire de Jack, qui est un serial killer, hein, tout simplement, et on suit son quotidien sur plusieurs années. Il a tué plus de 60 personnes, ce fameux Jack, C'est un beau quota. mais on C'est plus suit que moi. des passages que lui-même dit assez spécifiques, des tournants dans sa vie. Et en fait, donc le personnage de Jack, à la base, il se présente comme un ingénieur qui a pour projet de construire sa propre maison parce qu'il a toujours rêvé d'être un architecte. Sauf que finalement, l'art dans lequel il se démarque le plus, c'est l'art de tuer, le meurtre, la torture, etc. Et effectivement, il redouble d'efforts pour être très original dans ses meurtres. C'est Lars von Trier, hein, c'est très cru et en même temps c'est très cynique. C'est-à-dire qu'il y a des moments en fait où on a peur de rire. C'est-à-dire que c'est tellement horrible qu'on ne sait pas si on doit rire ou pleurer. Et je dirais même que par moment, il prend les spectateurs pour des cons parce qu'il aime beaucoup mettre aussi des images d'archives de prédateurs. Quand on voit un prédateur à l'écran et quand on voit une victime, il met une image de chevreuil parce C'est qu'il ça. prend les spectateurs pour des abrutis. Voilà C'était pas pourquoi dans je Antichrist, déteste ça. Bah, il le fait pareil Il le encore. fait dans tout le Mais Jack temps, ouais. Bell. c'est Ah oui, surtout d'accord. que Lars von Trier C'est est chiant, très ça. connu effectivement pour être un grand provocateur et effectivement on l'a traité de nazi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit moi je fais un film sur les monstres, donc le serial killer. Et du coup, je vais faire des échos aussi aux dictateurs et allez que je mets des images d'archives de Mussolini, Voilà. de Hitler et Mais quel rigolo. voilà. Après, pour autant, moi je trouve que le film est très intéressant. Alors, je sais pas si Le propos peut être intéressant, Voilà. mais Et c'est bien filmé, hein. le traitement de Lars von Trier, il est pète couille. En fait, je suis désolé de le C'est ça. dire comme ça. C'est que, pour ma part, c'est un réalisateur, je trouve, qui est feignant en fait. C'est-à-dire qu'il peut faire quelque chose de très très bon, mais il va toujours partir sur cette idée de ah ben non, je vais représenter par l'image et le montage pour faire des trucs drôles comme ça avec des images d'archives, mais à la base, fait quelque chose qui explique par la mise en scène et pas seulement par le montage. La narration doit aussi avoir un sens dans cette histoire. Et je trouve que c'est un des gros désavantages de Lars von Trier. Et il a envie de s'empêtrer là-dessus. Et je trouve que c'est une erreur monumentale de sa part. En tout cas, si vous voulez aller le voir, âme sensible, s'abstenir parce que c'est Ça, vraiment c'était très prévu, oui. dégueulasse. Oui, oui. Il y a des trucs, enfin voilà. Il aime bien les meurtres, quoi. Alors, pour le coup, en parlant de meurtre, un massacre, en parlant de massacre, Venom de Ruben Fleischer, qui a notamment réalisé Bienvenue à Zombieland, et je sais plus quel autre film pourri avec Ryan Gosling aussi, qui se déroule durant la probation avec Only God la Forgives. prohibition, non, la prohibition avec Sean Penn qui était dans le rôle de Mickey Cohen, c'était ridicule. Là, il revient donc avec Venom, lui. produit par Sony, forcément, parce qu'ils ont la licence Spider-Man. Et pareil, âme sensible de comics s'abstenir. J'ai à peu près qu'une seule chose à dire sur ce film. Vas-y. C'est une personne qui est sortie de la salle après nous et qui a dit à sa copine bah, moi qui suis fan de Venom, je crois que j'ai vraiment vu une sale bouse. Ok, Et voilà. voilà, c'est la seule chose à dire. C'est une catastrophe. Les effets spéciaux sont dégueulasses. L'histoire est bête, revue 100 fois. Très mal filmé, repompé sur tout et n'importe quoi. Aucun intérêt. Thomas Hardy fait du Il y Tom a Hardy. quelques moments un peu Sauf drôles. un passage où tu vois Tom Hardy qui fait n'importe quoi parce qu'il a très faim. Alors il est dans un restaurant, il a envie d'avertir sa copine qu'il se passe quelque chose de grave, mais il a trop faim. Alors il vient bouffer dans les assiettes de tout le monde, y compris des homards vivants dans un Oui, aquarium. Forcément. Et là, il n'y a besoin d'aucun effet spéciaux, c'est très bête. On rigole, mais c'est la seule fois du film. Le reste du temps, on pleure, on a mal, on a envie de sortir. Et comme on est le 31 octobre, on va terminer donc par Halloween qui est sorti donc le 24 octobre, réalisé par David Gordon Green. Alors David Gordon Green, il a notamment réalisé Délire Express avec Danny McBride, mais aussi Joe et notamment Stronger qui étaient deux très bons films d'auteur. Là, il revient donc avec les 40 ans après le massacre perpétré par Michael Myers. Laurie, donc interprétée toujours par Jamie Lee Curtis. Parce que ce n'est se la suite prépare que du 1, au c'est pas la retour, suite voilà. des autres. Il se prépare au retour de Myers, dont les deux n'ont qu'un but, finalement s'affronter pour un ultime combat. Ce film est pas trop mauvais finalement, on peut le dire. Si. Quelques bonnes idées de réal et d'image. La confrontation Laurie Myers donne un enjeu du film parce que finalement le thématique du film c'est l'héritage familial. D'ailleurs le plan de fin du film, je trouve que ça représente parfaitement cette situation. L'héritage, la petite fille va-t-elle devenir le nouveau Myers? On sait pas, on verra peut-être pour la suite. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'au moins il y a un gros travail au niveau de la BO de Carpenter. Il s'est bien fait plaisir et pour le coup, ça fait vraiment plaisir, voire même jouissance à l'écran. Ça, il n'y a aucun délire là-dessus. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que le scénar, par moment, quand il y a du
ah, on se dit tiens, c'est Danny McBride qui l'a écrit. Oui, il y a quelques passages qui sont très limites et ça reste mignon, mais il y a beaucoup de défauts. C'est pas mauvais, il y a des défauts, mais je m'attendais à pire et pour le coup, je rehausse un peu le niveau, c'est plutôt pas mal. Je vous quand même le conseille de le voir parce que je pense qu'au niveau film d'horreur, on n'aura pas grand chose à se foutre sur la dent dans les prochains mois. Mais allez acheter la BO, c'est très bien. En attendant, voilà, acheter la BO. Et en attendant, la BO est super, ouais. En attendant, peut-être Gérard May, il y aura des très bons films qu'on va peut-être chroniquer. Moi, on m'a dit qu'il faisait pas peur. Non, il n'y a pas de jumpscare. Pas grand chose. Le degré zéro de la peur. Et de toute manière, j'ai envie de dire, les slashers ne peuvent plus faire peur parce qu'avec le temps, on sait à quoi s'attendre. Alors sur ce, on va s'arrêter là-dessus. Salut Antoine. Salut Étienne. Salut Jordan. Salut Thomas à la régie. Et on revient la semaine prochaine pour une spéciale. On revient sur le slasher. C'était pas Blanche-Neige ? Non. Bon, le slasher alors, c'est très bien. Le slasher, c'est bien. Il a voulu faire une blague, mon dieu.